Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h17, je suis avec Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Christophe Jacubizine. Je le rappelle, 1600 magasins, 73 000 collaborateurs. Alors on a beaucoup parlé du dossier Carrefour, on va en reparler bien évidemment. C'est vrai que quand on voit les chiffres des nombres de salariés de nos grandes enseignes de la grande distribution, sont souvent parmi les premiers employeurs privés en France. Oui, la grande distribution est un employeur très important et Système U, avec 73 000 collaborateurs, fait partie du top. Alors je ne sais pas lequel exactement, mais du top des employeurs privés, c'est clair. Alors d'abord, avant de reparler de ce dossier Carrefour inépuisable, dont on reparlera bien évidemment demain avec Bruno Le Maire qui sera à votre place sur ce fauteuil, cette siège d'ailleurs, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé depuis 3 jours, la mise en place d'un couvre-feu à 18h partout sur le territoire. Est-ce que les consommateurs, vos consommateurs, se sont déjà adaptés ? Complètement, ils se sont adaptés, ils viennent plus tôt dans la journée. Par exemple, on a un pic au milieu de l'après-midi, vers 15h, 16h. Ah ouais. Absolument, il y a un pic. Premier point. Ensuite, le samedi est très fort, notamment à la campagne. Mon magasin, puisque je rappelle, j'exploite moi-même un magasin en Alsace, il y a beaucoup de monde samedi. Il y a aussi un peu plus de monde le mercredi, parce que souvent les gens gardent les enfants le mercredi, donc ça se joue là. Et puis, il y a un impact très très fort sur le drive. En ville, c'est un peu différent. Par exemple, dans la région parisienne, on avait le samedi était un peu plus dur. Par contre, un boom un peu sur le dimanche. Les gens profitaient tranquillement du dimanche pour venir faire les courses à Paris. Mais alors, vous parlez du dimanche, il y avait à votre place Jacques Ressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, qui demandait la semaine dernière au gouvernement d'assouplir l'autorisation d'ouvrir le dimanche parce que, disait-il, ça permettrait justement de mieux étaler les flux de consommateurs. Et il rappelait qu'il fallait 6 à 8 semaines aujourd'hui pour obtenir une autorisation d'ouverture le dimanche. Alors chez Une, on ne s'est jamais battu ardemment pour cette ouverture du dimanche. On a toujours considéré qu'il fallait à un moment s'arrêter et qu'il fallait une pause. Maintenant, en ces temps de crise, qu'on laisse la liberté à ceux qui le veulent d'ouvrir, pourquoi pas. Et la difficulté actuellement, c'est vrai, c'est que les autorisations préfectorales sont très variables d'un département à l'autre en fonction du préfet qui fixe des horaires, des demi-journées différentes. Donc l'idée de la Fédération du commerce et de la distribution, c'est effectivement d'inscrire ça dans la loi et donc de le permettre plus facilement. Et la discussion est en cours. Ouais. Voilà. Est-ce que justement, quand même, Dominique Schelcher, cette concentration des flux de consommateurs sur certains horaires vous pose parfois des problèmes de gestion de la distanciation physique ? Dans l'essentiel des magasins, la jauge telle qu'elle est prévue aujourd'hui, c'est-à-dire une personne pour 8 mètres carrés, n'est jamais dépassée parce que le nombre permet d'accueillir dans des surfaces normales le flux de clients. Par contre, et on en parlait tout à l'heure, dans des magasins plus petits, notamment en ville, quand la surface est petite, on peut parfois voir apparaître une petite queue devant le magasin parce que la surface est trop petite. Mais ça, c'est plutôt urbain. À la campagne, là où nous sommes présents, je rappelle, on est surtout dans des communes de moins de 5000 habitants, il n'y a pas de difficulté de jauge. Elle est surveillée, il y a soit un gardien, soit un comptage, mais elle n'est pas en difficulté, la jauge. Alors comment les consommateurs ont adapté aussi leurs achats ? Est-ce qu'ils viennent moins souvent ? Est-ce que leurs paniers sont plus gros ? Et est-ce que ce qu'ils achètent a changé ? Oui, ils viennent moins souvent, ils sortent moins souvent, il y a plus de contraintes. Ce 18h empêche, on travaille, donc on peut moins venir. Donc quand ils viennent, ils achètent plus. Donc le panier, oui, a monté. Et on réobserve depuis quelques jours quelques achats de précaution. Dans les produits qu'on peut stocker, comme les surgelés. Alors les surgelés étaient un grand succès de l'année dernière, ils le sont toujours. Les conserves, le fameux papier WC dont on se demande pourquoi on en vend autant, l'essuie-tout, tous ces produits-là, effectivement, se restockent un tout petit peu, sans aucune inquiétude sur, évidemment, la chaîne de fourniture. Il n'y a pas de problème ou de risque de quoi que ce soit. Il n'y a pas de rupture, comme il y a pu en avoir lors du premier confinement. Il n'y a pas absolument aucune alerte à ce niveau-là. Alors on va parler des produits alimentaires, de l'agriculture, parce qu'à l'occasion de ce dossier Carrefour Couche-Tard, le ministre, pour s'opposer, même pas au rachat, pour s'opposer aux discussions, a évoqué la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous considérez effectivement que vous faites partie, que vous contribuez à la souveraineté alimentaire ? Et est-ce que si un acteur était racheté par un étranger, ça poserait un problème ?
Moi, j'ai participé à toutes les réunions l'année dernière de crise, de suivi de la chaîne alimentaire, animées par, à l'époque, Bruno Le Maire, aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, pour s'assurer que cette chaîne alimentaire tienne. On a pris conscience à ce moment-là qu'effectivement, on était tous, les producteurs à la base, les industriels et nous, un maillon important de cette chaîne. Et qu'il faut quand même s'imaginer, et il y a eu un moment une petite inquiétude, que si elle avait craqué, il se serait passé quoi derrière? Donc cette chaîne alimentaire, pour les Français, pour leur alimentation, elle est fondamentale, elle est importante, et elle ne pouvait pas craquer. Parce que si on ne peut pas manger, on fait quoi derrière? Donc il y a vraiment un sujet là. Le gouvernement, à travers Bruno Le Maire, avait effectivement montré toute l'importance qu'ils y attachaient. Voilà, donc ça, c'est une évidence. Maintenant, sur cette affaire Carrefour-Couche-Tard, je ne sais pas, c'est aux acteurs de se prononcer. Je pense que c'est un argument qui a été donné, et je pense surtout qu'au moment des discussions, il n'y avait peut-être pas toutes les conditions réunies pour que ça se fasse dans les conditions que tout le monde voulait. Voilà, tout simplement. Moi, simplement, ce que j'observe, si vous voulez, c'est que je ne suis pas surpris sur le fond que ce type de discussion existe. Pourquoi ? Mais parce que notre métier est face à des problématiques importantes, des concurrences considérables du e-commerce, les grands GAFA, qui ont des moyens puissants, donc que des groupes importants, et alors c'est pas notre cas, nous ne sommes pas OPAB, nous sommes une coopérative, on n'est pas OPAB, mais que mes confrères qui sont confrontés à des présences dans de nombreux pays, à ces concurrences partout, se posent des questions de moyens, c'est pas étonnant, et il y aura d'autres débats, je pense, dans les prochains temps. On n'est pas au bout de la reconfiguration de la grande distribution française. Mais n'empêche que ce veto mis assez vite par le ministre de l'économie fait que ça risque peut-être de bloquer, de geler justement ces opérations, ces regroupements d'acteurs qui, vous le disiez, sont assez fragilisés par la transformation du commerce. Et en même temps, je pense que nous sommes dans une période de crise toute particulière qui n'est pas terminée. On a tous les jours des informations qui nous préoccupent pour la suite. Et donc, à un moment de se dire qu'il y avait une protection de cette chaîne alimentaire, bon voilà, c'est l'argument qui a été mis en évidence. On est quand même dans un moment très particulier. Mais après, vous savez, moi j'ai l'impression qu'en politique, à un moment, ce qui est vrai un jour peut être changé par d'autres discussions et une nouvelle argumentation. Donc je pense que c'est à suivre et surtout, les questions sont à poser aux acteurs concernés directement. On le fera demain avec Bruno Le Maire. Mais du coup, ce que vous dites aussi quand même, Dominique Schelcher, c'est que vous avez l'impression que votre secteur, celui de la grande distribution, n'a pas fini sa mutation et que les configurations actuelles, certains grands distributeurs avec les hyper par exemple, qui sont sérieusement mis à mal par les drives, par le e-commerce, au fond c'est le début de la transition pour vous. Oui, on a vécu un modèle pendant des années qui est en train de prendre fin et on est dans cette période de mutation. Vous l'avez dit, il y a la problématique des grands hypermarchés face à laquelle il faut trouver des solutions. C'est quoi le modèle de demain? Nous, on est moins concernés par ça. On a plutôt des hyper à taille humaine, mais cette problématique existe. La transformation digitale, il y a eu en 2020, on a gagné 3, 4 ans, 5 ans sur la maturité de cette activité-là. Dans le domaine du quoi? Du drive et du e-commerce? Dans le poids du drive dans notre activité, ça s'est accéléré. C'est combien le drive pour Système U aujourd'hui? C'est à environ 9%. Ouais. On n'est pas tout à fait d'ailleurs à notre part de marché. On a encore des ambitions, un peu moins. On n'est pas tout à fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Ça, c'est par exemple un chiffre qu'on peut dire aujourd'hui. Ouais. Donc l'idée, par exemple, cette année, c'est de passer ce cap-là. Et donc, 1 milliard sur 20 milliards, quoi, à peu près. À peu près. On communiquera sur nos chiffres dans quelques temps. Donc face à tous ces besoins-là, ces investissements-là, bien sûr, il faut des moyens. Et donc que des questions de regroupement se posent, oui, je pense, et pour un certain nombre de groupes, en France et à l'étranger. Vous avez, même si vous êtes moins concerné par cette remise en cause du modèle de l'hyper, vous avez l'impression que vous devrez à un moment donné mieux rééquilibrer votre nombre de magasins par rapport à votre nombre de drive, ou c'est des conversions de magasins en drive? Alors c'est ça, nous aujourd'hui on a à peu près 800 drives sur 1600 magasins, donc un magasin sur 2, les plus petits ça ne s'y prête pas trop, on encourage les derniers qui ont la possibilité de le faire à le faire, mais tout ça va évoluer progressivement et c'est... Nous, la question, par exemple, qu'on se pose actuellement, c'est celle de notre modèle. On a un exemple à Lyon. À Lyon, on a 11 patrons de magasins qui se sont unis pour créer un service drive commun. Ils ont sorti cette activité de leur magasin et ils l'ont mis ensemble.
c'est probablement un des modèles de demain dans notre activité. C'est pas évident à faire parce qu'il faut s'entendre sur la clé de répartition après. Absolument, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans un esprit coopératif, et c'est un modèle qui nous inspire, avec lequel on travaille beaucoup, notamment sur le plan de l'innovation. Ils sont très forts sur Lyon, ils ont explosé en termes d'activité l'année dernière, et on va continuer à accompagner ce mouvement-là. Il y a une heure, à votre place, on avait un spécialiste des matières premières agricoles, Arthur Portier, qui nous expliquait, qui décryptait la flambée des prix, le 20% pour le blé, 40% pour le soja, 50% pour l'huile de tournesol. Est-ce que vous constatez dans vos négociations avec l'agroalimentaire une hausse des prix de l'alimentaire ? Les négociations sont en cours. Il y a quelques matières qui effectivement sont sous tension, donc on essaie d'en tenir compte dans nos discussions. Il y en a d'autres qui sont par contre à la baisse. Je pense au porc par exemple. Donc là, il y a des discussions dans l'autre sens. Donc c'est toute une question d'équilibre. Mais c'est vrai, ça renvoie à votre question de tout à l'heure, celle de la souveraineté alimentaire française, de la capacité de la France à avoir une production française. Il y a actuellement 3000 fermes qui sont à vendre en France, qui ne trouvent pas preneur parce qu'il y a des problématiques de revenus. Donc nous-mêmes, on doit prendre en compte ce type de sujet-là pour assurer à la France dans la durée une alimentation de qualité française. Mais vous êtes prêt pour ça, Dominique Schelcher, à répercuter dans vos prix de vente une éventuelle hausse du prix des matières premières agricoles ? C'est une question d'équilibre qu'il faut trouver. Et là, je prends au mot le ministre de l'Agriculture, qui a déclaré la semaine dernière dans une interview, il faut passer de la guerre des prix à la transparence des marges. Et pour avancer dans une meilleure et juste répartition de la valeur, moi je suis pour la totale transparence. Vous savez, chaque année à la fin des négociations, il y a quelqu'un qui s'appelle le médiateur des relations agricoles qui fait le bilan des négociations pour le ministre de l'Agriculture. L'année dernière, quand il a demandé les données de l'ensemble des acteurs, il a eu la transparence totale de tous les distributeurs et il l'a salué. Il a eu une transparence partielle des industriels et des coopératives, même des coopératives. Allons au bout de la transparence pour voir comment la valeur se répartit. Et quand on aura cette transparence, je peux vous dire que ça ira tout seul. Parce que dans nos relations... Vous dites que l'agrodistribution est plus transparente que parfois certains industriels de l'agroalimentaire. Mais absolument, je le dis. Certains vont dans ce sens, pas tous. Et ce sera ce qui nous fera avancer dans le terrain des négociations demain. Voilà, le message est envoyé. Merci Dominique Schelcher, PDG de Système U, d'avoir été avec nous. Tout de suite, il est 8h30, c'est l'heure du journal.